Bonjour tout le monde. Welcome back to Al Podcast. Today we have a special guest, Rima Aboudraz, a Palestinian from Gaza. In this episode, we'll delve into her childhood experiences, exploring where and how she grew up amidst the challenges of the Palestinian diaspora. Rima will share her thoughts on the events of October 7th and her vision for justice and peace for Palestinians living under occupation. Stay tuned for an insightful and powerful conversation. J'ai remarqué qu'il est écrit sur ton Instagram handle Bint Gaza, une fille de Gaza. Pourrais-tu élaborer et nous dire c'est quoi être une fille de Gaza? Je me suis jamais identifiée en tant que Bint Gaza spécifiquement avant tout ce qui s'est passé, avant la dernière année. En fait, je me suis toujours considérée comme Bint Palestine et ça s'arrête là. Mais après toute la résilience que j'ai vue, après toute la détermination et après que j'ai vu la vraie cause palestinienne embodied dans les êtres humains à Gaza, Bel Gazazois, je me suis vraiment comme identifiée à ça. Et la dernière année, ça a vraiment changé tout dans mon identité et dans la manière que moi je m'identifie. Et donc, أنا بنت فلسطين بس أنا كمان بنت غزة وبنت خان يونس وبنت البحر وبنت رمل غزة وبنت عمارات غزة بنت غزة. Ok. Et quand tu dis que tu es une fille de Gaza, donc ça veut dire que tu es née là-bas? Ouais. Ok, pourrais-tu nous raconter ton histoire? Moi, je m'appelle Rima Aboudraz. Je suis née à Gaza en 2003, près de Younes, dans une petite clinique privée. Dans ce temps-là, il n'y avait pas tous les hôpitaux qu'on a en ce moment parce qu'il n'y avait pas encore une nécessité d'avoir tous ces hôpitaux-là. Donc, je suis née dans une petite clinique. J'ai vécu là-bas quelques années de ma vie et mes parents, ils ont décidé d'immigrer au Canada. En 2007... Excuse-moi, c'est quoi le processus d'émigrer de Gaza au Canada? Ça fonctionne comment exactement? Donc, c'est différent pour chacun, tout dépendamment du background de la personne, d'où est-ce qu'elle a fait ses études, de sa famille, etc. Moi, personnellement, mon père, il est né en Algérie et il a étudié en France, donc il parle déjà le français. Donc, immigrer au Québec spécifiquement avec un diplôme universitaire francophone de la France, ça a un différent parcours. Et dans les années 2000 jusqu'à 2010, c'était un processus plutôt facile, je vais dire, ça entre guillemets. C'était plus 2010? facile. Comme jusqu'aux années 2010 environ, dans cette période-là. Donc, c'est ça, mes parents, ils ont pris la décision d'immigrer au Canada, spécifiquement au Québec, puisque mon père, il est déjà francophone. Et donc, ça allait être une nouvelle expérience pour nous, juste une nouvelle expérience pour en tant que famille. Et après avoir vécu ici quelques années et ma mère, elle a eu mes 2 petits frères, on a décidé de retourner à Gaza et de nous établir là-bas. Parce que juste la famille nous manquait beaucoup et Gaza nous manquait énormément aussi. C'est vraiment dur de s'accommoder à l'extérieur après avoir goûté à la vie de Gaza, pour de vrai. Donc, on a décidé de retourner là-bas en 2008. Et je suis allée à l'école là-bas, à l'école primaire, avec mes cousines, pour prendre le bus scolaire pour y aller et en retourner. Et malheureusement, en fin 2007-2008, c'est là que le blocus a commencé. Le blocus que maintenant, ça fait 17 ans qui dure sur toute la bande de Gaza. Faut vraiment savoir qu'au début, les premières années du blocus étaient très intenses, vraiment difficiles. Il y avait vraiment rien qui rentrait, rien qui sortait. Et c'est une des premières fois qu'il y a un blocus aussi intense sur une population d'environ 2 millions devant le monde entier. Et donc, ça a fait les nouvelles pendant longtemps. Et surtout que nous, parce qu'on avait déjà eu la citoyenneté canadienne, ça a vraiment fait les nouvelles en tant qu'une famille canadienne bloquée à Gaza. Mm-hmm. Et malheureusement, le blocus, il a duré très longtemps et il y avait un manque de tout, un manque de médicaments. Et malheureusement, mes frères sont asthmatiques, donc on a dû sortir. Et mon père, il a réussi à sortir à travers l'Égypte avec d'autres hommes et avec le Canada en mettant beaucoup de pression. Et en demandant de l'aide des journalistes, ils ont réussi à nous faire sortir, moi et ma famille. Ça, c'était quand? Ça, c'était en 2008 environ, fin 2008. Okay, donc, le blocus a commencé. Pendant une certaine période de temps, vous étiez obligé de rester là-bas. Oui. Ensuite, ton père, à partir de l'Égypte, avec l'aide des amis et des journalistes, ils ont pu vous sortir. Oui, avec beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Parce que le Canada ne voulait pas nous faire sortir. Ah, ouais.
OK. Pour revenir un peu, donc, tu es resté combien de temps au Canada avant de retourner? Donc, tu es né en 2003. Environ 4 ans. Donc, 4 ans, 5 ans. donc tu as vécu... Donc, je vais utiliser l'anglicisme, excuse-moi, mais tu te rappelles de Gaza réellement quand tu es retourné, pas quand tu es né initialement? Oui. OK, donc cette année-là, c'est vraiment là que Gaza a été rentré dans ton cœur, en fait. Oui, c'est là que ça a commencé, en fait. OK, C'est là que... je pense que nos auditeurs, surtout dans l'Ouest et au Québec, plus spécifiquement, nous entendent vraiment jamais l'histoire de quelqu'un qui a vécu à Gaza. Peux-tu nous raconter c'est quoi ton jour d'enfant? Ça fonctionne comment? Tu te réveilles? Tu vas faire quoi exactement? Donc, la vie à Gaza, c'est une vie qui est très simple. Vraiment, la simplicité dans tout. Dans qu'est-ce qu'on mange, dans notre façon de vivre, notre façon de s'habiller, les modes de transport. Et c'est une vie aussi qui est très familiale. Donc, moi, notre maison, en fait, on partage toute la cour avec mes oncles et avec ma grand-mère. Donc, on n'a pas besoin de visite familiale parce qu'on est déjà là 24 heures sur 24. C'est une vie qui est très focus sur la famille et sur juste, on grandit tous collectivement ensemble. Et c'est comme tout le monde élève tout le monde ensemble, si ça fait du sens. Que vraiment, les enfants, moi et mes cousins, on a tous été élevés ensemble. On a tous grandi ensemble. C'est une vie qui est vraiment quand même, je veux dire, mouvementée. Parce que malgré le blocus et malgré les agressions qui ne se sont jamais arrêtées depuis au moins les 20 dernières années, c'est comme le soleil qui essaie de briller malgré les nuages qui sont tout autour. Donc, c'est une vie qui est très mouvementée. C'est une vie vraiment où on est entouré de gens qui sont créatifs et qui sont vraiment perspicaces. Donc, des problèmes, il n'y en a pas parce qu'il y a toujours des solutions. Et se plaindre aussi, c'est pas une option parce que il y a toujours un moyen d'y arriver. Puis, avec cette simplicité-là, on est vraiment entouré de gens qui ne demandent pas grand-chose de la vie ou ne s'attendent pas nécessairement à grande chose. Ils sont heureux, juste être en sécurité avec leur famille, être capable de provide pour sa famille, être capable de les protéger et être capable d'avoir cette liberté de mouvement aussi, vraiment comme n'importe quel humain. Comme si t'es quelqu'un qui aime l'art et qui est créatif ou que t'aimes voyager, t'aimes être inspiré par les autres merveilles du monde, être capable d'aller les visiter. C'est vraiment ça les desires des gens de Gaza, comme n'importe qui d'autre. Et ça peut vraiment choquer, comme vraiment, c'est dur de s'imaginer les gens de Gaza tant qu'on les a pas rencontrés à Gaza, parce que on a beau en parler, mais vraiment, les gens de Gaza they're built different. Ils sont tellement différents parce qu'ils ont cette perspectivité et cette créativité-là qui est juste vraiment, qui est frappante. Pour quelqu'un qui, ici, on est vraiment chanceux dans l'Occident, tout nous est fourni entre guillemets. Fait que c'est vraiment drôle de voir quelqu'un qui peut arriver au même niveau que nous, mais en vraiment, pas juste en montant l'échelle, pas en construisant l'échelle aussi. Donc, ils sont très ingénieux à Gaza. Ouais. Ils sont obligés d'être ingénieux. Exactement. Contrairement à ici où tout est facile à obtenir. Comment était le système scolaire là-bas, dans le fond? Tu as mentionné que ton papa parlait le français, mais toi, en tant que tel, c'est quoi? Donc, ça fonctionne comment? C'est juste l'arabe ou vous apprenez une deuxième langue? C'est quoi exactement? Donc, comment le système fonctionne, c'est qu'on rentre à partir de la prématernelle à l'école. Et c'est un système, à cause du manque d'écoles, justement, et à cause de la grande quantité d'enfants là-bas, puisque la population de Gaza à 50% est à moins de 18 ans, d'après le dernier recensement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc, c'est un système de demi-journée. C'est soit on y va à l'école le matin à partir de 6h30 jusqu'à midi, ou en après-midi, donc de 1h jusqu'à 5-6h. Donc, tout dépendamment de ta chance et de ton horaire, ça va être un système comme ça. Et après ça, vraiment, on reste à l'école. Il y a l'école primaire, l'école secondaire. Et après ça, il y a le bac. Donc, c'est vraiment l'année où est-ce que tout est décidé avec les notes finales, s'ils vont pouvoir rentrer à l'université, dans quel programme, s'ils vont pouvoir obtenir une bourse, etc. OK. Et pour la langue, est-ce qu'il y avait une opportunité d'apprendre une autre langue à part l'arabe? Donc, c'est surtout l'arabe qui est enseigné là-bas. L'anglais commence à être enseigné à partir du secondaire. Il y a aussi des possibilités d'aller dans des centres pour apprendre l'anglais. Il y a même des centres qui enseignent le français là-bas. Il y a un gros centre qui enseigne le français. Mm-hmm. Mais non, c'est surtout focusé sur l'arabe. Donc, le début est en arabe, éventuellement. Oui. La raison que je le mentionne, c'est que je sais qu'au Liban, tu
quelqu'un apprend quand même assez tôt une deuxième langue. C'est pour ça que j'ai essayé de faire la comparaison. OK. Et ensuite, dès que tu finis ton école, c'est quoi vos options en considérant que vous êtes en Raza? Est-ce que quelqu'un, avant le blocus, pouvait simplement voyager et aller où il veut? Ou non? Parce que tu es de Gaza, tu restes à Gaza. Je parle de avant le blocus. Hein. Ouais. Donc, avant le blocus, la situation était très différente. Il y avait beaucoup plus de liberté de mouvement pour les Gazaouis. Donc, si je prends l'exemple de mon père, il a toujours eu le passeport palestinien avant d'obtenir le canadien. Donc, juste l'identité palestinienne. Il a quand même été capable d'aller étudier en France. Il a visité plusieurs pays. Il est allé au Liban. Il est allé dans plusieurs pays arabes et plusieurs pays occidentaux aussi. Donc, c'était plus facile parce que avant le blocus et avant que le Hamas prenne le pouvoir, il y avait encore cette possibilité d'avoir du dialogue avec le peuple palestinien. Je ne vais pas dire que le dialogue était honnête, mais il y avait encore cette possibilité-là, dans le sens qu'il y avait encore des groupes diplomatiques palestiniens qui pouvaient aller discuter, il y avait des conférences, etc. Il y avait beaucoup de liberté de mouvement. On pouvait aller en Égypte aussi, surtout l'Égypte, parce que les Razaouis ils vont surtout en Égypte. Mais il y avait cette possibilité-là. Après le blocus, vraiment tout a changé. Donc même les élèves universitaires, maintenant, si je pense juste à mes cousins, vraiment leur seul moyen de sortir de Raza, c'est d'obtenir des notes très, très, très hautes dans le bac. Et quand je dis très hautes, je parle d'une moyenne de 99 pour obtenir une bourse, pour pouvoir s'inscrire dans une université à l'extérieur, pour avoir la permission de sortir. Donc, c'est un long processus. C'est un processus qui est presque impossible. Il y en a plein qui ont eu ces notes-là et qui ont obtenu ces bourses-là, mais qui n'ont pas pu passer. Parce que notre seul moyen de sortie en ce moment, c'est soit avec les frontières égyptiennes avec Rafah ou avec les frontières en Palestine occupée ou Israël, à Erez, qui est dans le nord de Gaza. Après ta sortie de la Palestine, de Gaza, à travers l'Égypte, après l'effort de ton papa, tu es venu ici. Donc, est-ce que tu peux parler de ton cheminement ici? Oui. Donc, moi, j'ai grandi ici. J'ai appris le français très, très jeune. Donc, je parle le français. Je peux presque dire que c'est ma langue maternelle. Je parle mieux français que l'arabe. J'ai toujours été à Montréal, grandi à Montréal, étudié dans le système public d'éducation. Présentement, je suis à Concordia, à l'Université de Concordia en ingénierie. Donc, j'étudie en anglais. J'ai appris à parler anglais couramment aussi. Mais le français, c'est vraiment la première langue que j'ai bien appris, parler, écrire et que tu as maîtrisé dans le fond. Oui, c'est ça, que j'ai maîtrisé 100%. J'ai toujours habité à Montréal. Mes parents n'ont jamais pensé à quitter le Québec parce que c'est une province francophone. Et à cause aussi du background de mon père qui est déjà francophone, c'était parfait pour nous. Malgré que je suis toujours restée ici, mes parents ils m'ont toujours ramenée en vacances à Raza. Donc, on passait la plupart du temps nos vacances là-bas. Je suis allée 6 fois, si je me trompe pas. Donc, on y allait vraiment pour tout l'été. De juin jusqu'à août, et après ça, on retournait en septembre pour le retour de l'école. OK. C'est comment aller et le retour dans le fond? C'est pas comme, tu montes pas juste dans un avion puis tu t'embarrasses exactement. Non, malheureusement. C'est quoi exactement le processus? Parce que pour moi, par exemple, si je veux aller au Liban, je prends un avion, je descends dans une escale en France, par exemple, on reste là-bas 1 heure puis on tombe au Liban. Donc, c'est un voyage de 14 heures. Toi, en général, considérant que le Liban et la Palestine sont quand même proches, c'est comment que ça fonctionne exactement? Donc, avant le blocus, ça aurait pu être un voyage de 14 heures comme au Liban presque, où on va directement à Raza, tout va bien. Maintenant, ça me prend, si je suis chanceuse, 3 jours. Sinon, ça peut s'étendre jusqu'à 1 semaine. Donc, comment ça fonctionne, c'est que nous, on ne peut pas rentrer à Raza directement. On passe par l'Égypte. Donc, je prends un vol de Canada jusqu'au Caire, je descends en Égypte. Et après ça, tout dépendamment des frontières, du Ma'bar, donc c'est vraiment juste les frontières. J'ai pas envie de dire que c'est un aéroport parce que ça n'a rien d'un aéroport, mais c'est les frontières entre égyptiennes et palestiniennes. Ça s'appelle frontière Philadelphia ou quelque chose comme ça? Oui. Donc, Philadelphia, c'est vraiment toute la bande entre Gaza et l'Égypte. C'est toute la bande qui nous unit. Mais le Ma'bar, c'est Arafah, c'est le point d'entrée et de sortie. OK. Donc, justement, il a été détruit par le IDF en fin avril. Mais c'était vraiment ça le point d'entrée et de sortie.
Donc, à partir du Caire, on prend un microbus, on met toutes nos valises à l'intérieur et ce microbus-là va nous conduire jusqu'à Sina, qui est encore en Égypte, mais proche de... Dans le désert, dans le fond. Exactement, dans le désert. En fait, toute cette partie-là, maintenant, c'est considéré comme un territoire militaire. Donc, tout le chemin, on est vraiment là. Il y a l'armée égyptienne, on voit les tanks égyptiens, des soldats égyptiens. C'est vraiment une zone militaire. On n'a pas le droit de filmer, pas le droit de... C'est vraiment une zone militaire. Et s'il y a n'importe quel danger ou n'importe quel soupçon, ils ont le droit de te tirer dessus. Donc, ce voyage-là, d'habitude, c'est un voyage de 5 heures. C'est un trajet de 5 heures. Ça nous arrive souvent de dormir en chemin parce qu'ils le rendent impossible, malheureusement. Donc, il y a des checkpoints tout le long. Mais quand je dis checkpoints, c'est pas checkpoints avec une machine et ils regardent les valises. C'est, tu descends du microbus, il y a un soldat, tu prends ta valise, tu la vides par terre, il va regarder dans ta valise. Après ça, tu dois remballer tout et tu passes à la prochaine valise. Quand on est une famille et qu'on a comme 10 à 13 valises par famille, parce qu'on est une famille de 6, ça prend du temps. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se rejoint avec d'autres familles qu'on connaît et on fait le voyage ensemble. Parce que c'est un voyage qui est vraiment difficile. C'est un voyage qui peut vraiment toucher nos nerfs. Et juste pour s'ambiancer et garder... s'aider, juste un support moral, si je peux dire ça comme ça. Ça nous est déjà arrivé de dormir plusieurs fois. Et on peut même dormir au Ma'bar, donc ce point-là. Donc, tu es à 5 minutes de Gaza et s'ils décident de fermer les frontières, tu vas dormir là. Tu vas dormir dans la salle. Donc, il y a combien de checkpoints entre la Caire et Gaza? Je vais dire qu'il y en a environ entre 10 et 20. 10 et 20. Donc, à 10 et 20 fois, tu dois vider ta valise, la montrer. Complètement par terre. Et wow, OK. Ouais. C'est exténuant. Oui. Puis, il y a des checkpoints qui sont plus petits comparés à d'autres, qui sont plus grands. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on monte sur un bateau parce qu'il y a le Nil à traverser, il y a un petit fleuve à traverser. Donc, celui-là, il s'est considéré comme un plus grand checkpoint. Ça arrive qu'ils vont le fermer et qu'on doit dormir là-bas. En 2019, quand je suis allée à Gaza, mais en fait, je suis retournée après ça en 2022, mais 2019, je m'en rappelle, le trajet m'a plus touchée parce qu'on a dû dormir dans un café sur le chemin parce que justement, ils ont fermé un des checkpoints. Et en fait, on est resté là-bas toute la nuit dans le café, puis tous les gens qui étaient sur nous avec la route sont restés là-bas. Et après ça, on a dormi encore dans la salle. Et on a dormi au retour aussi. Donc, c'est vraiment un voyage qui est tellement difficile sur le corps et sur la morale. Vraiment, comme c'est... Si j'avais une autre option, j'irais avec l'autre option à 100%. Comme... Et en plus, la façon comment on se fait traiter, puis c'est pas juste comme... On est des milliers dans la rue aussi. Et vraiment, les voitures sont une après les autres. Puis on est dans le désert, puis les voitures, parce qu'on est comme presque stationné, on va fermer la voiture, donc il n'y a pas d'air climatisé ou n'importe quoi. On est vraiment dans le désert. C'est vraiment sale. Il n'y a pas de toilette. On est vraiment dans le désert. On est dans le désert, puis il y a juste les voitures qui sont une après les autres. Jusqu'au cœur. Mais ça vaut la peine. J'imagine. 100%. Moi, je pensais que j'étais un peu fatigué si jamais j'avais une attente de 6 heures dans un aéroport, alors que dans ton cas, c'est des jours, dans le fond. Tu m'as dit jusqu'à 7 jours des fois, hein? Oui, ça se peut. S'ils ferment le checkpoint puis ils l'ouvrent pas, oui. Wow. Incroyable. Et considérant que tu faisais, dans le fond, Gaza, Montréal, Gaza, Montréal, est-ce que ça a tombé que tu étais déjà prise dans une guerre, par exemple? Parce qu'il y a eu plusieurs guerres. Avant, on parle pas du génocide maintenant. Il y a eu, je pense, 2008, 2012, 2014. Peut-être même 2014. Il y en a eu plusieurs. Est-ce que tu as déjà été prise dans une guerre là-bas? Donc, j'ai jamais été prise dans une guerre complète. J'ai déjà été prise durant des agressions. La plus récente, où est-ce que j'ai été prise, c'est en 2022, en août, quand il y a eu cette grosse agression pendant 8 jours, où est-ce qu'ils ont assassiné plusieurs leaders de la résistance palestinienne et causé plusieurs morts civiles. Donc, ça, c'est vraiment l'agression la plus récente que j'ai vécue. Et parce que j'étais consciente, la plupart du temps, parce que j'allais à Gaza, j'étais vraiment une enfant. Donc, ce monde-là, ce deuxième côté de Gaza, où est-ce qu'il y a le struggle, où est-ce qu'il y a vraiment où est-ce que la vie est dure à vivre, où est-ce que c'est dur à fournir pour sa famille, et tout le côté de la guerre, moi, je le voyais pas vraiment.
Pour moi, la vie était rose. Si maman me donnait un shekel pour que j'aille acheter une crème glacée avec mes cousines, moi, j'étais contente. C'est vraiment juste ça que je voyais. Les seules agressions où est-ce que c'était sur mon chemin, je vais dire, je m'en remettais vite. C'est vraiment comme ça, les enfants de Gaza. Il y a vraiment comme cette culture où est-ce que c'est comme, yallah, lève-toi et on continue. Ça continue. Parce que sinon, ils vont pas survivre. Sinon, ils n'ont pas le choix. Comme quelqu'un de mon âge, à Gaza, il aurait vécu toutes les guerres et toutes les agressions. On peut déjà imaginer comment sa santé mentale, elle serait détruite si ils n'ont pas cette réaction de juste continuer et d'avancer et de voir le bon côté des choses, ils n'auraient pas survécu. Donc, c'est ça, l'agression la plus récente que j'ai vue, c'était en août 2022. Et encore là, c'est rien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Assurément. Si tu parles de 8 jours et maintenant on est en train de parler de jusqu'à 9 mois ou peut-être 10 mois potentiellement bientôt. C'est triste. Ok, pour revenir à ton enfance à Montréal, tu as mentionné que tu es fluide. C'est-tu le bon terme en français? Dans le fond, tu parles super bien le français. Comment est-ce que tu as trouvé le Québec? Dans quel sens? Non, mais tu as mentionné que le système public, par exemple, en tant que tel, ton interaction avec le monde, c'était comment ton expérience en tant que tel? Par exemple, j'imagine que tu étais dans le système public, j'étais dans le système public, j'avais des amis québécois, comme j'avais des amis marocains, algériens. Ça, c'est côté positif. J'imagine qu'il y a des fois des côtés négatifs. Donc, j'aimerais juste que tu en parles un peu. Surtout en tant que Palestinienne, c'est important parce que je pense que pas beaucoup de personnes peuvent s'identifier à quelqu'un qui est de la Palestine, dans le fond. OK. Donc, moi, j'ai grandi à La Salle. C'est un quartier qui est très culturel, très diversifié. Par contre, à mon école, j'étais la seule Palestinienne. J'ai toujours été la seule Palestinienne pendant le primaire et le secondaire, jusqu'à ce que j'arrive au cégep et à l'université, où est-ce que là, j'en ai rencontré plusieurs. Donc, vraiment, les seuls... mon identité palestinienne, je m'y connectais juste quand on faisait des soirées familiales où est-ce que mes parents ils allaient inviter des familles palestiniennes qu'on connaissait ou que nous, on allait les visiter. Mais à l'école ou dans mes cours, etc., j'étais surtout comme une immigrante qu'une Palestinienne spécifiquement. Parce que j'ai appris le français vraiment jeune, ça n'a jamais été un problème pour moi de m'exprimer. Par exemple, comparé à d'autres enfants, moi, ça n'a jamais été un problème vers moi. Donc, je me suis intégrée vraiment vite. Mais par contre, quand ça revenait à mon identité, c'était toujours... En fait, ça dépendait vraiment des années, ça dépendait vraiment des professeurs que j'avais. Des fois, c'était juste être arabe ou être musulmane. Et des fois, être palestinienne quand ça rentrait vraiment dans les détails. Mais... encore une fois, comme étant jeune, on voit vraiment la vie en rose. Et pour moi, par exemple, quand un professeur m'a demandé de où je venais, moi, je me suis jamais identifiée en tant que Canadienne à 100%. Moi, je suis toujours palestinienne, j'habite au Canada. C'est juste ça pour moi. Donc, ça a toujours été comme, oui, je suis palestinienne. Il y a beaucoup de personnes qui sont très curieuses et ils n'ont jamais rencontré une Palestinienne dans leur vie, donc ils me demandaient à moi, et là, oh my God, elle vient de Gaza aussi, donc c'est comme le jackpot. Ils veulent tout savoir, mais c'était vraiment dur en tant qu'enfant de mettre des mots sur comment on se sent en tant que Palestinien, sans paraître extrémiste, ou sans se faire twister les mots par rapport à... Parce que tu as devant toi un adulte. Parce que c'était tellement facile pour eux de te demander une question, et quand tu réponds et qu'ils n'aiment pas la réponse, de la changer ou de juste la torser pour que ça fitte qu'est-ce qu'eux ils veulent entendre. La raison que je demande cette question, c'est que j'ai fait un podcast dernièrement avec l'avocat international John Philpott, et on a parlé du fait que le Québec, historiquement, a toujours été avec la cause palestinienne. Donc, je voulais juste savoir, dans le fond, si avec ton interaction avec tes professeurs, par exemple, est-ce que tu as senti ce support, qui est pas nécessairement pour tous les Palestiniens à l'extérieur du Québec ou aux États-Unis? Est-ce que tu as senti ce support? De ce que je comprends, pas nécessairement, dans le fond. C'est ça. Donc, c'était pas vraiment... c'était pas vraiment le gros sujet de conversation quand j'ai grandi, à part s'il y avait, par exemple, une fois, il y a Amnesty International qui sont venus dans nos classes pour une certaine cause. Et moi, avec le background que j'étais pas d'accord. Donc, c'est là que ça a clashé. Mais
sans mentir, j'ai déjà eu des profs qui m'ont vraiment expressé tout leur soutien et ils avaient un gros background sur qu'est-ce qui se passait en ce moment, donc ils savaient comment exprimer ça, mais mon identité palestinienne était beaucoup à la maison. Mais à l'école, si j'avais pas besoin de l'exprimer, je ne l'exprimais pas nécessairement. Et aussi, c'était justement comme, elle est où la Palestine? Sur la map. Et comme, moi, ça me dérange, même en étant jeune, ça me dérange pas. Je vais te montrer elle est où et je vais t'expliquer toute l'histoire de A à Z parce que mes parents, ils m'ont bien éduqué là-dessus. Depuis que je suis jeune, c'est vraiment dans mes veines. La Palestine, puis pourquoi c'est pas Israël. Puis dans les dictionnaires, avec un charpie noir, on allait tous barrer cette erreur dans la map. Mais c'est ça, j'étais pas confrontée avec, si je peux dire ça comme ça. OK. Et ensuite, tu as dit que tu es allé en université ou au cégep, c'est là que tu as commencé à rencontrer des Palestiniens de la diaspora palestinienne. C'était comment cette expérience? Moi, j'étais vraiment contente. Moi, j'étais tellement contente, surtout au cégep. Quand j'ai commencé à rencontrer des Palestiniens, je suis allée à John Avid, donc c'est un cégep anglophone. C'est plus quand je suis entrée dans le milieu d'éducation anglophone que là, j'ai commencé à rencontrer des Palestiniens. Moi, j'adore ça. Vraiment, j'adore connecter avec les Palestiniens ou avec n'importe qui vient du Levant. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup. On a la même mentalité. On a les mêmes expériences, presque. Donc, c'est justement facile. C'est comme la même personnalité dans plusieurs corps différents, pour de vrai. Moi, je trouve que on est vraiment similaires. Puis, j'ai adoré me connecter parce que j'ai grandi dans un quartier où est-ce que la présence arabe, c'était plus des Maghrébins. Donc, il y a quand même cette différence culturelle-là. Et là, je vois des Palestiniens et j'adore ça parce que sinon, les seuls Palestiniens que je voyais, c'était soit le week-end avec nos amis de la famille ou à Arza. Mais c'est quand même pas la même chose, les Palestiniens de Arza et les Palestiniens dans la diaspora. Malgré que les Maghrébins, quand on parle du Maghreb, on parle de la Tunisie jusqu'au Maroc, ils supportent beaucoup la cause palestinienne, malgré, certes, chaque pays a des différences culturelles. Oui, mais c'est ça, c'est pas une question de support. Comme, oui, ils supportent la cause palestinienne, mais il y a pas cette connexion. Je veux dire que comme à la fin, à cause des différences culturelles, oui, on se supporte, mais quand j'ai rencontré... Différence d'accent, par exemple, c'est ça que tu veux dire? Différence d'accent, différentes nourritures, etc. Oui, et aussi un petit peu la différence de mentalité. Donc vraiment, quand j'ai rencontré des Palestiniens, c'est juste différent. On est entre nous. T'as connecté avec les Palestiniens. Beaucoup plus. Je voulais vous parler de ce point-là parce que je trouvais ça quand même intéressant parce que moi, je viens du Liban et je viens du sud du Liban. Mm-hmm. Et la personne qui vient du sud du Liban n'est pas nécessairement comme la personne qui vient... en fait, je vais aller encore plus dans les détails. La personne qui vient du village du sud du Liban n'est pas nécessairement la même personne qui vient d'une ville dans le sud du Liban, pas nécessairement la même personne qui vient de la ville, la capitale Beyrouth, pas nécessairement la même personne qui vient un peu plus au nord, donc par exemple comme dans Byblos, Jbel, et encore très différente de la personne qui vient du nord du Liban, comme Trablus par exemple. Donc, on est en train de parler d'un peuple qui n'a pas nécessairement été séparé, mais on a une différente approche. Oui, on a un accent similaire, on a de la nourriture très similaire, mais on sent quand même une petite différence. Considérant que tu n'as jamais vu nécessairement des Palestiniens, quand tu es allé voir un Palestinien, par exemple, qui vient de Palestine de 1948 ou de la Palestine de la Cisjordanie, est-ce que tu as vu ces petites nuances, cette petite différence par rapport à l'accent, par exemple, par rapport à, je sais pas, par rapport à la nourriture? Pourrais-tu élaborer par rapport à ça? Oui. Donc, malgré que, justement, comme tu l'as dit, on vient du même pays et de la même communauté, il y a des grosses différences. J'ai pas envie de dire des différences dans les valeurs en tant que telles, mais peut-être dans une différence de priorité. Et ça a été vraiment flagrant pour moi à partir du mois d'octobre. Mais quand j'ai commencé à connecter avec ces Palestiniens de la diaspora avant octobre et avant le génocide d'Arras en ce moment, ces différences-là, je les voyais pas nécessairement autant parce qu'on connectait sur des petits détails comme par exemple la nourriture, tatrizn, quand il y avait une journée culturelle, on faisait ça ensemble, la dabke, ça, comme, oui, il y a différentes sortes de dabke, mais je veux dire, au final, la dabke, c'est de la dabke. Donc, ces différences-là, je les ai pas nécessairement senties, surtout quand on est dans la diaspora, donc quand on connecte, c'est vraiment juste sur les trucs culturels. À part, c'est comme, on s'assoit avec quelqu'un puis on a une grosse discussion politique, mais ça arrive pas avec tout le monde, ça va pas se donner avec tout le monde, les discussions politiques. Donc,
Ouais. T'as remarqué, en fait, après le 7 octobre, la différence par rapport à la solution, ou pas par rapport à la solution, par rapport à l'approche politique, donc, dans le fond, pour la résolution de l'occupation? Pas juste à l'approche politique, par rapport à l'importance de la cause palestinienne dans notre vie de tous les jours. Mm-hmm. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas grandi en Palestine, que ce soit en Cisjordanie, en Palestine occupée ou à Gaza, ne va pas être affecté de la même manière que quelqu'un qui a grandi là-bas ou qui a de la famille là-bas. Mais la raison pourquoi on n'a pas grandi là-bas, c'est à cause de l'occupation. Et toutes les douleurs qu'on voit en ce moment de nos propres yeux, c'est les mêmes douleurs que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont vécues juste avant le 7 octobre. C'est juste qu'on ne le voyait pas et on ne le ressentait pas parce que ça ne nous a pas touchés directement. Moi, j'ai grandi dans une maison qui a vraiment mis la cause palestinienne au centre de tout. Et ma mère, elle a décidé de rester au foyer et de vraiment nous enseigner l'arabe parce que justement, pour un côté religieux, mais aussi pour nous connecter à la Palestine. Parce que le langage, c'est une grosse barrière. Donc là, c'est vraiment, j'ai grandi dans une maison qui a mis la cause au centre et qui a grandi autour de ces thawab et de ces principes de la cause palestinienne. Donc, ma réaction par rapport au 7 octobre ou ma réaction par rapport à maintenant, elle a été vraiment différente des Palestiniens qu'ils ont été forcés en exil depuis 1948 et qu'ils ont vécu toute leur vie. Ça fait maintenant plusieurs générations qu'ils sont en dehors de la Palestine et parce qu'ils n'ont pas ce droit de retour, ils ont perdu un petit peu cette touche de connexion. Et c'est pas leur faute et je ne les blâme pas. Mais vraiment, avec tous les événements qui se sont passés, avec le retour à la vie normale de tout le monde, même moi, parce que ça fait longtemps, maintenant ça fait 10 mois, on voit vraiment cette différence-là. Et jusqu'à où est-ce que quelqu'un serait prêt à sacrifier pour la Palestine? Je pense que c'est surtout ça la grosse différence. Mais est-ce que tu généralises pas présentement? Parce que, en parlant de familles qui ont quitté la Palestine en 1948, par exemple, la famille Hadid, présentement, ils ont une plateforme et puis ils en parlent, que ce soit les deux sœurs, comment ils s'appellent, Bella, puis son nom m'échappe, la plus grande. Gigi. Non, ça c'est la plus jeune. La plus grande. Elle est beaucoup... Oui. Oh my God, elle parle j'ai beaucoup son nom. plus. Mais parce que son nom sur Insta, c'est comme Teddy Bear ou something. Peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est palestinien. Ils en parlent beaucoup. Vous avez la députée Roba Ghazal. Elle en parle beaucoup. Vous avez Rima Hassan, qui est en France aussi. Elle en parle beaucoup. Oui. Je veux dire, la diaspora palestinienne parle de cette cause-là. Je sens que tu es en train de te généraliser potentiellement ou c'est juste ton interaction avec les Palestiniens ici? Donc moi, oui, j'ai généralisé parce que moi, j'ai regardé ça par rapport à qui j'ai rencontré. J'ai pas rencontré comme par exemple toutes les familles palestiniennes qui sont à l'extérieur, bien sûr. Alana Hadid. Alana, oui, ok. Ouais, Teddy Bear, voilà. Mais comme par exemple, t'as nommé une députée ici ou par exemple Rima Hassan. Oui, on parle de la cause palestinienne, mais on en parle de façon différente. Quelqu'un qui condamne la résistance palestinienne, c'est quelqu'un qui est loin de la cause palestinienne. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Parce que les Palestiniens qui sont encore en Palestine et la résistance palestinienne, eux, leur combat est autour de la résistance. Et ils ont ces principes-là qui sont non négociables, qui sont une ligne rouge. Et donc, nous, à l'extérieur, qui ne sommes pas nécessairement sous occupation active, quand on vient à l'encontre de ces principes-là, on touche un mauvais bord de la cause palestinienne. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de la reculer au lieu de la faire avancer. Quand tu dis qu'ils condamnent la résistance, je ne les ai pas entendus condamner la résistance en tant que telle. Donc, je pense pas que... À moins que tu peux me dire quelque chose que je connais pas, dans le fond. Est-ce que tu as déjà entendu ces personnes que j'ai mentionnées condamner la résistance en tant que telle? Donc, résister à l'occupation ou à certains actes plus spécifiques, dans le fond? Oui, ils ont condamné certains actes. On parle surtout du 7 octobre. Mais le 7 octobre, c'est le summum de la résistance palestinienne. C'est un acte de résistance et on peut le voir de façon différente. Ça, je comprends. Puis il y a des gros débats là-dessus. Même s'il ne devrait pas y avoir de débat, on peut avoir des conversations là-dessus, surtout sur quelqu'un qui son contact avec la Palestine, ça a toujours été de façon culturelle et non nécessairement de façon politique. Je comprends qu'on peut avoir des discussions là-dessus, des malentendus, mais de là à aller complètement condamner
le 7 octobre de façon publique et de le recondamner après et après, moi, je trouve que ça correspond pas du tout à la cause palestinienne. Et ça, c'est pas juste les Palestiniens dans la diaspora qui ont fait ça, mais aussi les Palestiniens qui sont encore dans des pays arabes au pouvoir, comme par exemple Queen Rania en Jordanie. Qui a dit? Qui a condamné le 7 octobre et qui a dit qu'elle pleure pour les mamans israéliennes et qu'elle veut juste voir la paix dans la région, etc. Elle a sorti un gros discours qui est très problématique, en fait. Et ça, c'est un discours que moi, je peux expecter de quelqu'un dans l'Occident qui n'a pas de background sur la Palestine, qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais quelqu'un qui est palestinien ou quelqu'un qui sait très bien qu'est-ce qui se passe en Palestine à cause de où est-ce qu'il est, etc., on ne devrait pas être en train d'avoir ces conversations-là encore. Non, on va revenir au 7 octobre. Je ne veux pas trop m'éloigner du sujet de la diaspora, mais sauf que juste mon premier commentaire, ça serait les personnes que tu as mentionnées, peut-être, ils sont tous pour la résistance, tous pour une Palestine qui est, en fond, libre, mais cependant, ils ont une différente approche que la tienne. Est-ce que tu es capable de peut-être imaginer ça en tant que tel, ou s'ils sont nécessairement des traîtres à la cause? Moi, je trouve qu'il y a un problème avec cette vision de différentes approches, parce que nous, les Palestiniens, on les a tous essayé, ces approches-là. Que ce soit les approches plus pacifiques, que ce soit dans des négociations. Justement, pourquoi est-ce qu'on est divisé autant? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la Cisjordanie et la bande de Gaza? Et pourquoi est-ce qu'on a tous des papiers d'identification qui sont différents alors qu'on est tous des Palestiniens? Pourquoi est-ce qu'on a un traité, les accords de Oslo, etc.? Tout ça, c'est un résultat des négociations. On a vraiment essayé toutes les approches. Que ce soit par exemple des manifestations pacifiques à Gaza en 2018, quand la population allait sortir faire des manifestations pacifiques sur les frontières pour protester contre justement les États-Unis qu'ils ont nommé Jérusalem comme la capitale d'Israël. Au final, c'est quoi la réaction que nous on reçoit? C'est quoi? On peut pas avoir des négociations ou on peut pas avoir d'autres approches avec quant à l'autre bord qui est un colon et qui s'en va pas seulement après toi, mais après tes enfants aussi, après ta prochaine génération, qui veut pas négocier avec toi, qui veut juste t'éteindre. S'il y avait pas la communauté internationale, et même à ça, ils auraient juste lancé une bombe atomique sur Gaza et on serait fini là, au lieu de 10 mois de génocide. On n'est pas en train de négocier ou de débattre avec un côté qui a... Comment est-ce que je peux dire ça? Genre nié. L'intention. C'est ça, avec une intention claire ou une intention... Honnête, exactement. Pas du tout. On est en train de débattre avec des zionistes qui ont formulé leur expression et leur intention à maintes et maintes reprises. Donc, pourquoi est-ce que nous, on va être dans le déni jusqu'à maintenant? En fait, mon point, c'est... Encore là, je vais essayer de mettre le 7 octobre de côté parce qu'on va le laisser pour la fin. Sauf que ce que je veux dire, c'est que les personnes qu'on a mentionnées, ce que je veux dire, ils ont des différentes approches. Par exemple, j'ai entendu Rima Hassan dire qu'elle est pour la Palestine libre, toute la Palestine. Donc, c'est pas un discours que tout le monde a, dans le fond. Elle championne le saying en anglais, la Palestine from the river to the sea. Pas tout le monde parle de ça, dans le fond. J'ai jamais entendu, en fait, que ce soit elle ou les personnes que tu as mentionnées qui sont contre la résistance en tant que telle. Mais est-ce que tu peux blâmer quelqu'un qui croit ce qui se passe dans les médias, dans le fond, de dire, OK, par exemple, de tuer des grands-mères ou des enfants, c'est mauvais, par exemple? Est-ce que tu peux les blâmer de dire ça publiquement? Donc, personne va blâmer le meurtre de maman ou le meurtre d'enfant à sang-froid. Moi-même, je le ferai pas. Et moi, je blâme pas ces personnes-là qu'on a mentionnées d'être contre ces actes-là parce que ça va à l'encontre de en quoi moi je crois et en mes propres valeurs, bien sûr. Mais moi, je regarde vraiment tout le processus et comme la ligne du temps. Eux, ils ont pas nécessairement blâmé ces actes-là. Ils ont blâmé la journée du 7 octobre. Et malheureusement, le 7 octobre, il y a eu beaucoup de mensonges par rapport à ça. Et on peut pas blâmer une action alors qu'elle est basée sur des mensonges. Et toutes les informations qu'on a eues sur le 7 octobre au début, on les a eues de la part des médias sionistes et des médias israéliens et du gouvernement israélien. Donc là, ça revient vraiment à une question à la base, depuis quand est-ce que nous on croit les médias sionistes? Donc, je vais les laisser donner leur opinion et répondre à cette question dans le futur. Cependant,
juste pour finir sur le point de la diaspora palestinienne, parce que j'ai choisi ce point-là, parce que je trouve qu'il est super important, parce que je pense que nos auditeurs ne connaissent pas nécessairement ça veut dire quoi diaspora palestinienne. Ce que je veux dire par ça, et j'ai parlé avec toi de ça au téléphone, c'est qu'il y a la diaspora palestinienne, donc eux qui ont été obligés de quitter durant la Nakba en 1948, qui sont un peu partout, incluant dans les camps réfugiés, ils sont presque 2 millions. Et ces personnes-là, je ne sais pas si tu connais le docteur Norman Finkelstein, il essayait dans le fond, d'expliquer le 7 octobre. Il expliquait que les personnes en Gaza, dans le fond, ils n'avaient pas le choix de faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont aucun passé, parce que il y a un grand pourcentage de la population de Gaza qui ne vient pas de Gaza. Ils ont déjà quitté, dans le fond, la Palestine avant 48, qui sont allés à Gaza. Et donc, dans le fond, ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas de présent, et il n'y a pas de futur. Dans le fond, ils sont en train de mourir doucement, mais sûrement. Mais je vais raconter une histoire, et je trouve que c'est pertinent de savoir qu'il y a des personnes qui ont une situation, à mes yeux, du moins, encore pire que les personnes qui sont à Gaza. Vous savez, il y a des camps de réfugiés palestiniens au Liban, puis parfois, quand je vais à Beyrouth, je suis obligé de passer à travers ces camps. Puis tu vois les petites filles jolies qui vient, qui est obligée de mendier de l'argent et qui vient me regarder, qui me dit « moi, oncle, donne-moi de l'argent, dans le fond. » Et tu regardes dans ses yeux, dans le fond, tu dis « mais cette fille-là n'a pas de futur, elle n'a pas de présent, et elle ne sait même pas d'où elle vient. » Et je me demande parfois, est-ce que ça c'est la modernité? Est-ce que ça c'est la Renaissance? Et ça, est-ce que c'est ça, être juste dans le monde? Quand je vois des personnes comme cette fille-là, qu'on va appeler Samar, parce qu'elle est basanée comme moi et toi, puis tu t'attends à quoi de cette fille-là qui vit dans ces camps réfugiés? Et beaucoup de personnes ne connaissent pas ces histoires-là. Ils savent pas qu'il y a 2 millions de Palestiniens qui vivent comme Samar. C'est pas tous des histoires de succès comme Rima Hassan, comme les Hadid, comme Roba Ghazel. Non, il y a des Palestiniens qui souffrent. Et il y a des Palestiniens à l'extérieur de la Palestine qui n'ont pas de futur. Ils savent pas quoi faire. Et honnêtement, ça fait pleurer. Parce que, comme tu as dit, tout le monde les a lâchés. Ouais. Mais c'est ça qui se passe. C'est ça l'approche du monde par rapport à la Palestine en général. C'est qu'il y a un événement, on en parle, mais après ça, on oublie la suite. Donc, il y a eu la Nakba, on en a parlé. Ils en ont parlé dans le monde aussi, comme il y a eu un petit mouvement parce que c'est la création d'un nouveau État, etc., à partir d'un mouvement colonialiste. Mais après ça, il n'y a pas eu de suite sur qu'est-ce qui se passe avec les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il y a 700 000 Palestiniens qui ont été exilés, ils ont été forcés en exil. Mais ils sont allés où? Ils sont pas juste allés dans des pays voisins et ils ont fait leur vie. Non, la grande majorité, ils sont pris justement dans ces petites frontières-là, sur les lignes. Il y en a beaucoup qui sont juste en face de leur terre, dans le sens que parce que on dit souvent des réfugiés que toute la terre, c'est pas une question de maison, c'est une question de juste territoire. Toute la terre est là. Comme les camps réfugiés en Jordanie, au Liban, Bissour, par exemple, en Tyr, qui sont juste peut-être à 10 minutes, 15 minutes de distance, dans le fond, de leur terre, la terre de leurs parents et leurs grands-parents, dans le fond. Exactement. Donc, moi, personnellement, je suis jamais allée, mais les camps de réfugiés que j'ai vus, c'est ceux à Gaza, justement. C'est les gens de Gaza qui étaient dans les villes maritimes, comme Yafa, comme Haifa, qui ont été forcés en exil juste un petit peu plus dans le sud et qui maintenant, ils ont encore été forcés en exil avec ce génocide pour aller encore plus dans le sud. Mais moi, après tout ce qui s'est passé, après les 76 ans d'occupation, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à une réaction de la part de la communauté internationale pour venir et donner une voix à ces Palestiniens-là qui ont été jetés dans les frontières de leur pays, juste à l'extérieur, même pas loin, vraiment juste à l'extérieur de leur pays? Moi, je m'attends pas à grand-chose de la communauté internationale. Et c'est pour ça que moi, je dis que c'est à nous, les Palestiniens, dans la diaspora et à l'intérieur, de reprendre ce combat entre nos mains et de travailler pour notre libération, notre propre libération. On parlait du 7 octobre. Sur ton Instagram handle, tu as écrit فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية والبندقية فقط. Que la branche d'olivier tombe
Vive le fusil du révolutionnaire, le fusil du révolutionnaire seulement. J'ai ajouté révolutionnaire après que j'ai parlé avec toi au téléphone parce que, dans le fond, je voulais juste donner un contexte à ça. Je t'avais demandé la question, dans le fond, est-ce que c'était inspiré du président, le martyr, dans le fond, le président de l'Organisation de libération de la Palestine, le martyr Yasser Arafat, qui a dit devant l'ONU en 1974, je vais le dire en arabe, il dit جئتكم يا سيادة الرئيس وغصن الزيتون في يدي وبندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. En français, c'est je suis venu, Monsieur le Président, avec une branche d'olivier dans une main et le fusil du révolutionnaire dans une main. Ne laissez pas tomber la branche verte de ma main. Ne laissez pas tomber la branche verte de ma main. Et avec mon interaction avec toi, je pense que ce que tu essaies de dire depuis le début, c'est que la communauté internationale, malheureusement, a laissé tomber la branche d'olive de sa main. Ouais. Et ce qui explique, à ton sens, ce qui s'est passé dans 7 octobre. Exactement. OK. Je vais te laisser élaborer par rapport à ça. Donc, moi, où est-ce que j'en suis rendue en ce moment en tant que Palestinienne, c'est je trouve qu'on a atteint un point de non-retour par rapport justement à cette branche d'olive que la communauté internationale a essayé pas vraiment essayé, mais que nous, les Palestiniens, justement, on a essayé de maintenir à travers notre intention honnête dans les négociations. Mais on est vraiment rendu à un point de non-retour où est-ce que tout est clair et il y a plus de négociations en place et on a remarqué que pour que la Palestine se libère réellement et pour que nous, les Palestiniens, on puisse retourner en Palestine où est-ce que Jérusalem va être notre capitale, on n'a pas d'autre choix que de passer par la résistance armée, qui est justement un de nos droits internationaux. Mais comme je l'ai dit tantôt, on a passé par tous les chemins, on a essayé toutes les solutions, il n'y en a aucune qui a marché en ce moment, justement, autre que la résistance armée. Sans la résistance armée, la communauté internationale nous laisserait tomber dans les abysses. Elle nous oublierait complètement, justement comme ces Palestiniens réfugiés qui sont jetés aux frontières de leur propre pays. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment le temps pour nous, les pro-palestiniens, les pro-palestiniens, même les Arabes du Levant, de prendre cette étape, de juste s'avouer à nous-mêmes que c'est vraiment le temps qu'on supporte à 100% la résistance palestinienne armée et que on soit vocal par rapport à ça aussi. Donc, ce que je comprends bien, à tes yeux, le 7 octobre, c'était exclusivement une opération militaire et rien d'autre? Rien d'autre. Dans le fond, son objectif, parce que dans l'Ouest, on catégorise le 7 octobre comme étant un acte anti-sémite, dans le fond, simplement pour se venger des Juifs, dans le fond. Il ne parle pas du côté de la résistance, dans le fond. Hein. Donc, est-ce que tu pourrais donner ton opinion par rapport à ça? Donc, pour moi, le 7 octobre, c'est un acte de résistance, une opération militaire dans le but de prendre des otages et de demander la libération de nos propres otages qui sont dans les prisons israéliennes depuis des années, que personne n'en parle. On a des milliers de prisonniers, c'est pas des prisonniers, on a des milliers d'otages palestiniens dans les prisons israéliennes qui sont retenus là-bas sans trial, sans procès, sans juridiction. Ils savent même pas quand est-ce qu'ils vont sortir. On a des enfants dans les prisons israéliennes qui sont aussi retenus en otage. Donc, si la communauté internationale ne va pas être capable de protéger nos enfants, on va les protéger nous-mêmes et on va faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir les faire sortir et les protéger dans nos propres terres. Et pour l'Occident qui qualifie le 7 octobre ou même la résistance palestinienne d'antisémite, j'ai envie de dire que en fait, il n'y a rien d'antisémite qui est sorti des Palestiniens, que ce soit par rapport à nos demandes ou que ce soit dans les dialogues qu'on a eus ou dans les débats ou dans les discours des leaders palestiniens. Surtout dernièrement, à partir du mois d'octobre, il y a beaucoup de Juifs qui supportent la cause palestinienne. Dans cette histoire-là, dans la cause palestinienne, le rôle, la personne qui est antisémite, c'est pas nous, mais c'est justement Israël qui a weaponized, qui a pris cette identité juive et qui l'utilise pour justifier ses actions qui sont inhumaines, justement. Donc, s'il y a quelqu'un d'antisémite dans l'histoire, ce sont les zionistes et non les Palestiniens.
Donc, à tes yeux, il n'y a pas eu d'atrocité le 7 octobre? Non, moi, je vais pas dire qu'il y a eu d'atrocité le 7 octobre. C'est sûr que c'est un jour qui est très flou et on sait toujours pas ce qui s'est passé. En fait, il y a rien qui est confirmé. Le Hamas est sorti avec un rapport qui a expliqué qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre, et c'est quoi les demandes du Hamas, etc. Et moi, par rapport aux deux, si je vais croire les médias israéliens, le gouvernement israélien ou le gouvernement qui représente les Palestiniens à Gaza en ce moment, Hamas, je vais aller avec le Hamas. Puis par rapport aux atrocités qu'il y a eu ou les photos, etc. En fait, il y a eu beaucoup d'allégations, il y a eu beaucoup de mensonges, mais il n'y a jamais eu de preuves. Donc, je peux pas qualifier quelque chose d'une atrocité alors que j'ai pas vu la preuve de mes propres yeux. Okay. Ben, on peut s'entendre par contre que tuer des enfants ou tuer des grands-mères pour aucune raison, c'est pas quelque chose que toi, tu serais d'accord de faire. Donc, dans le fond, on qualifierait pas ça un acte de résistance. Mm-hmm. Mais exactement. Mais encore là, ça, je suis 100% d'accord avec. Mais encore là, c'est pas nécessairement le Hamas qui a fait ces actions-là. C'est pas nécessairement la résistance palestinienne qui a mené ces actions-là. En fait, après les rapports qui sont sortis après le mois d'octobre, de la part d'officiers dans l'armée israélienne, je sais pas si j'ai oublié c'est quoi le nom de la loi en Israël. La directive Hannibal. Exactement. Donc c'est une directive où est-ce qu'ils ont le droit de tuer leurs propres citoyens pour ne pas qu'ils aillent en otage. Et d'après plusieurs rapports qui sont sortis après, la plupart des citoyens qui sont morts, la plupart des colons qui sont morts le 7 octobre ont été tués par des balles israéliennes. OK. Pour parler de l'impact de ces événements sur la communauté palestinienne, donc tu as parlé au début du fait qu'après le 7 octobre, tu as remarqué qu'il y avait une différente approche entre toi qui viens de Gaza et de la diaspora palestinienne qui est à l'extérieur de la Palestine, qui n'a pas nécessairement vécu la même expérience que toi. Donc, si tu pourrais élaborer plus par rapport à ça, est-ce que tu as senti que toi, en tant que Palestinienne qui vient ou qui est allée à chaque été en Palestine, était beaucoup plus involved, excuse l'anglicisme, que les Palestiniens qui ne sont pas nécessairement nés en Palestine? Ouais, mais en fait, je trouve il y a une grande différence dans la réaction, surtout la journée du 7 octobre et tout ce qui est venu après. Qu'est-ce que tu veux dire par réaction exactement? Par exemple, les gens à Gaza ou les Palestiniens qui sont sous occupation, le 7 octobre, c'est une victoire pour nous. C'est une victoire et c'est une preuve que Israël, que l'État sioniste est très faible. Il est aussi faible qu'une toile d'araignée et que c'est possible de le détruire et que c'est possible d'avoir notre liberté. C'est vraiment aussi faible qu'une toile d'araignée. Mais pour d'autres, il y a eu cette réaction de peur et il y a eu cette réaction de « Oh non, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? » Comme il y avait un cessez-le-feu avant le 7 octobre. Mais encore là, moi, je peux pas les blâmer parce que justement, on peut pas comprendre la réalité des gens de Gaza sans y être allé, sans les avoir rencontrés là-bas. Parce que quand tu vis dans une terre où est-ce qu'on te bloque et on t'empêche toute perspective de vie ou de futur, t'as pas le choix de commettre un acte comme celui-là. Et la plupart moi, qu'est-ce que j'ai remarqué dans la diaspora ou chez les pro-palestiniens, c'est que avant on comprenait pas trop le 7 octobre. Quelques mois dans le génocide, on comprend le 7 octobre, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui s'est passé après le 7 octobre, il s'est aussi passé avant le 7 octobre. C'est juste que vous le saviez pas et vous le voyez pas. J'aimerais que tu expliques un peu comment est-ce que tu utilises le mot victoire et génocide dans la même phrase. Comment est-ce que tu es confortable de dire que un va avec l'autre dans le fond? Parce que moi, j'essaie de ne pas qualifier les actes de la résistance palestinienne par rapport aux actes des colons, du colonisateur d'Israël. Donc, oui, le 7 octobre, c'était une victoire. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, mais tu leur en veux pas d'avoir fait le 7 octobre parce que tout ce qui se passe, c'était ça qui a déclenché, etc. Mais non, moi, je vais pas blâmer les groupes de résistance pour l'action du colonisateur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça a aucun rapport. Donc oui, le 7 octobre, c'était une victoire pour les Palestiniens. Et même s'il y en a qui sont pas capables de le voir en ce moment, ils vont le voir à un moment donné. Le 7 octobre, c'est vraiment
c'est ça, c'est l'événement qui a propulsé la cause palestinienne en avant, qui a changé. On a maintenant des États qui reconnaissent la Palestine. On n'aurait pas pu imaginer ça avec 100 ans de négociations. Et c'est ça, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a vraiment une différence entre les actions de la résistance qui sont justifiées et qui sont protégées par le droit international et les actions du colonisateur qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas de l'autodéfense et qui sont condamnables et illégales sous le droit international. Après ça aussi, j'aimerais juste rajouter que ça revient aussi, c'est une question de capacité. On parle d'une des armées qui sont les plus fortes dans le monde, qui a la bombe nucléaire, qui est au top de la technologie. Et de l'autre côté, on parle d'une armée comme plus d'une milice, d'un peuple juste qui est en train de résister. Vraiment, comme qu'est-ce qui est dur à visualiser, c'est que le Hamas, c'est vraiment, c'est nous, et nous on est le Hamas, dans le sens que c'est pas des gens qui sont isolés, qui se restent sous terre toute l'année et qu'on voit pas, etc., etc., etc. Non, c'est vraiment, c'est nous, c'est nos familles, c'est le conducteur de taxi, c'est le monsieur qui a ouvert une école, c'est le monsieur c'est un docteur, etc. C'est n'importe qui vit sous l'occupation israélienne et qui a besoin de résister et qui n'a pas d'autre choix que de prendre Je pense que tu as mentionné Hamas à plusieurs reprises, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que Hamas qui résiste à l'intérieur de... Oui, mais il y a différentes factions, il y a différents groupes. Mais en fait, tout Palestinien à Gaza résiste en tant que tel. Exactement, c'est ce que tu essaies de dire. Ouais. Ok. Tu as parlé du droit international. Comment tu as trouvé la réaction de la communauté internationale et leur implication sur le conflit présentement? Vraiment hypocrite, beaucoup de standards doubles, et je peux pas dire que j'ai été surprise. En fait, qu'est-ce qui m'a le plus choquée, c'est à quel point est-ce qu'on n'a pas de contrôle sur la situation. Dans le sens que on dit tous que, OK, oui, toute la communauté internationale supporte Israël, ils vont financer Israël, ils vont armer Israël, mais il y a des limites. À un moment donné, je veux dire, quel humain est capable de voir les vidéos qui sortent de Gaza à chaque jour et de ne pas dire, OK, that's it, ça suffit. Surtout qu'il y a des citoyens de la communauté internationale il y a des Canadiens qui sont morts à Gaza. Les 6 qui ont été tués, qui font partie du World Center Kitchen, c'est de l'aide humanitaire. Il y en a un c'est un Canadien qui a été tué. Et je pense un Québécois aussi. Exactement. Donc, après tous ces différents incidents qui sont sortis, les écoles du UN qui ont été target. Moi, j'ai des membres de la famille ils ont pris refuge dans ces écoles-là qui font partie de UNRWA parce que justement, c'est une école, tu vas pas être visé là-bas, c'est safe, entre guillemets, les écoles, et qu'ils ont quand même été attaqués là-dedans, des écoles qui ont été bombardées. Le meilleur exemple, maintenant, c'est le World Center Kitchen, parce que quand tu as une organisation humanitaire qui se fait target spécifiquement à plusieurs reprises, quand ils ont changé de voiture, et que les travailleurs qui ont été là-bas ont des passeports et qui sont citoyens de plusieurs pays, incluant le Canada, incluant le Québec, et que ça change rien du tout, alors moi, je peux pas m'attendre à grand-chose de la part de la communauté internationale. Tu as parlé de ta famille. En fait, est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui succombaient aux agressions israéliennes? Oui. Il n'y a aucune famille qui est safe à Gaza. Moi, je viens de Khan Younis, mais de l'Est. Donc, je viens d'un quartier qui est vraiment proche des frontières. Donc, on a été un des premiers quartiers qu'ils ont été forcés d'évacuer à partir du 10 octobre. La plupart des maisons ont été détruites là-bas, complètement comme flattened, complètement anéanties, parce que justement, l'armée israélienne, avec les tanks, était physiquement présent là-bas. Mais il n'y a aucune famille qui n'a pas perdu quelqu'un à Gaza. Si on n'a pas perdu quelqu'un à cause des agressions, c'est à cause que, par exemple, il n'y avait pas à cause du manque de médicaments, à cause que, par exemple, quelqu'un qui a été blessé et qui n'a pas pu être traité, à cause d'une femme qui a dû donner naissance sans anesthésie, dans un endroit qui est sale, qui n'est pas conforme à aucune règle d'hygiène, qui l'a mis en danger. Donc, il y a 20 000 façons de perdre quelqu'un à Gaza en ce moment. Okay. Et puis, à ton sens, c'est quoi
C'est quoi, à ton sens, le chemin vers la justice et la paix pour les Palestiniens? Personnellement, en tant qu'advocate pour la cause palestinienne et en tant que palestinienne à l'extérieur, j'essaie de suivre le plus possible les thawabit de la cause palestinienne, donc les 4 principes qui incluent la libération de la Palestine, du fleuve à la mer, la capitale, Jérusalem, en tant que capitale de la Palestine, le retour des réfugiés et le droit de la résistance armée. Donc, pour moi, le moment où est-ce que je vais pouvoir dire, OK, la Palestine a été libérée, c'est quand tous mes frères et sœurs palestiniens, que ce soit dans les camps de réfugiés, que ce soit dans la diaspora, pourront retourner, quand moi, est-ce que je vais pouvoir retourner, que ce soit à Gaza ou n'importe quelle ville, honnêtement, en Palestine, je la considère comme ma propre ville. Quand la communauté internationale va nous reconnaître comme un État palestinien, vraiment du fleuve à la mer, sans compromis, sans négociation, et Inch'Allah, quand nous, les Palestiniens, on va avoir ces... Parce qu'on veut rien d'autre, honnêtement. Comme, c'est pas nécessairement une question de, comme, vengeance, ou on n'est pas comme bloodthirsty, ou n'importe quoi. C'est juste une question d'établir la justice. En espérant que toi, les personnes qu'on a nommées, que ce soit Alana Hadid, Bella Hadid, Rim Bourba Ghazel, Rima Hassan et Samar, des camps de réfugiés, peuvent retourner en Palestine avec la capitale Jérusalem. Inch'Allah. Enchanté. Enchanté. C'est un plaisir. Ça fait plaisir, merci.